Bienvenue chez vous. Bienvenue Gérard Pommier. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci à Jeannot et Stéphane qui œuvrent à la régie avec beaucoup de professionnalisme et de gentillesse. Alors j'espère qu'aujourd'hui c'est bien Jeannot et Stéphane. C'est bien Jeannot et Stéphane. Gérard Pommier, vous êtes médecin, interne des hôpitaux psychiatriques, psychanalyste. Vous avez soutenu en 2000 une thèse de doctorat du 3e cycle en psychopathologie clinique à l'université de Provence sous la direction de Roland Gori et intitulée « L'écriture comme solution dans la psychose ». En 2003, une habilitation universitaire qui sera publiée sous l'intitulé « Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse ». Vous avez rencontré Jacques Lacan à l'occasion de séminaires à l'hôpital Sainte-Anne et bien que psychiatre ayant déjà suivi une analyse, vous décidez de reprendre une analyse avec lui. Par la suite, vous travaillerez avec Pierrat Aulagnier et Françoise Dolto. Vous êtes cofondateur de la Fondation européenne pour la psychanalyse, vous dirigez la revue La Clinique Lacanienne et vous êtes membre du comité de lecture de la revue Clinique Méditerranéenne fondée par Roland Gori. Et là, vous m'annoncez que vous êtes président d'une toute jeune association, l'association pour la psychanalyse. Voilà. Alors, dites-nous quelques mots de cette association avant de rentrer dans le vif du sujet. Oui, bon, ben, c'est une association qui est née au moment des présidentielles où on avait lancé une pétition pour faire connaître l'état désastreux dans lequel se trouvent tous les services de santé mentale en France et l'apport que pourrait y apporter la psychanalyse. Voilà, c'est une pétition qui a eu pas mal de succès et dans la suite, on a créé cette association qui défend des buts très précis. Par exemple, hier soir, on a fait une réunion contre un diagnostic adressé aux enfants que vous connaissez peut-être, l'horrible TDAH qui classe les enfants dès leur plus jeune âge comme agités, alors que tous les enfants peuvent être normalement agités et qui a souvent comme résultat que leur est prescrit de la Ritaline, qui est une drogue qui peut éventuellement aider certains d'entre eux, mais qui dans l'ensemble a tous les inconvénients des drogues. Voilà, donc c'est une association qui fonctionne comme ça. Vous avez notamment publié, je ne peux pas citer tous vos ouvrages, mais nos amis ici sauront se reporter au bon site. En 85, L'exception féminine, essai sur les impasses de la jouissance, chez Aubier. En 89, L'ordre sexuel, Champ Flammarion. En 90, Freud apolitique, point d'interrogation, toujours Champ Flammarion. En 94, Du bon usage érotique de la colère et quelques-unes de ses conséquences. En 2000, Les corps angéliques de la postmodernité chez Kalman-Levy, qui vous ont valu une première invitation à Lille, dans Cité Philo. En 2004, c'est la publication de votre thèse « Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse ». En 2010, « Que veut dire faire l'amour ?» chez Flammarion, et qui vous a valu une nouvelle invitation dans Cité Philo, à Valenciennes. Sur le site du Phénix, vous pouvez assister à la conférence qui a été donnée en 2010, « Que veut dire faire l'amour ?» Conférence passionnante, et à laquelle assistait un public nombreux, je me demande pourquoi. En 2013, le nom propre, fonction logique et inconsciente. Et enfin, en 2016, le livre autour duquel nous sommes réunis ce soir, Féminin, révolution sans fin, aux éditions Jean-Jacques Pauvert. Disons-le d'entrée, pour ce livre, à la poursuite du féminin, vous effectuez un travail de recherche transdisciplinaire. Vous lisez les historiens
et les historiennes. Vous explorez la tradition chrétienne, les récits mystiques de saintes que vous allez chercher notamment dans 2 livres de Jean-Noël Vuarnet, Extase féminine et Le Dieu des femmes. Vous vous intéressez à la correspondance de Fénelon et de Bossuet. Vous retrouvez un entretien d'Aragon avec Francis Crémieux sur la bisexualité. Vous vous intéressez aux dramaturges tels Kleist et aux femmes vampires de Strindberg ou à la pièce de Pasolini, Affabulazione, dans laquelle il évoque, dites-vous, le destin fabuleux de la paternité. Bien entendu, vous relisez le Freud du malaise dans la culture, mais aussi celui des 3 essais sur la théorie de la sexualité, essai, en 1903, essai dans lequel il distingue le sexe anatomique du genre psychique. Ou encore un texte de Freud de 1912 sur le plus général des ravalements de la vie amoureuse, dans lequel Freud écrit à propos de la bourgeoisie de Vienne de la fin du XIXe siècle, « Là où ils aiment, ils ne désirent pas, et là où ils désirent, ils ne peuvent aimer. » Vous suivez, texte à l'appui, le fil historique de la présence des femmes dans l'histoire des idées, dans l'histoire religieuse, politique et culturelle, et vous signalez à la fois leur présence parfois impressionnante, le rôle des femmes dans la Révolution française jusqu'en 1793, par exemple, et leur tout aussi impressionnante disparition. Elles apparaissent dans les périodes d'effervescence révolutionnaire ou encore dans la littérature sous la forme de l'idéal féminin. Elles apparaissent juste avant de disparaître. Il s'agit pour vous d'affirmer une ambition anthropologique en même temps que de marquer une volonté, celle de contribuer à faire du champ psychanalytique un lieu ouvert, par-delà les limites symboliques et légitimes propres à chaque discipline, de récuser toute posture qui tendrait à faire croire que la psychanalyse pourrait ne pas être affectée par les mouvements de la société et ses évolutions, qu'elle pourrait, sans sombrer, demeurer dans des invariants textuels et conceptuels ritualisés, une psychanalyse éternelle succédant à l'aspiration d'une philosophie éternelle. Les 2 premiers chapitres de votre livre sont presque tout entiers historiques. Vous y retracez l'évolution du féminin sous la forme d'une répression continue par tous les pouvoirs, qu'ils soient politiques ou religieux, et vous constatez que cette répression fut très longtemps soutenue et incorporée par les femmes elles-mêmes. Au 1er siècle de notre ère, la seule lettrée chinois dont l'histoire retint le nom et que vous avez retrouvé, Pan Hei, peut écrire « L'état de la femme est un état d'abjection et de faiblesse ». Vous constatez que jusqu'après la Commune de Paris, il existait très peu de livres accordant une place aux femmes, et vous citez le livre fort peu connu d'un certain Louis-Auguste Martin, qui publie Une histoire de la femme en 1862, où vous trouvez cette formule très forte, qu'on perçoit intuitivement comme très juste. Là où la femme a compté pour rien, l'homme a joui de peu de liberté. Picabia écrivant, longtemps après, « Les femmes sont dépositaires de ma liberté ». Vous y indiquez ainsi que la mise en minorité, l'oppression des femmes, signe en même temps l'oppression de notre humanité. Votre livre comprend 2 parties. Dans la seconde partie, nous y reviendrons très largement, vous vous interrogez sur le sens de ce qu'on appelle la libération de la femme, en commençant par cet épisode mal connu, celui de l'autonomie des femmes dans la Révolution française, justement. Puis vous vous demandez, question qui taraude notre époque, de quelle maladie mortelle le patriarcat est-il atteint? Vous proposez une sorte de généalogie psychanalytique du pouvoir et vous défendez la thèse selon laquelle la révolte des femmes, ce que vous appelez l'étincelle révolutionnaire féminine, constitue en fait un moment de toutes les entreprises humaines d'émancipation qui travaillent, et les hommes et les femmes craquant souvent les premières l'allumette. Pouvez-vous nous dire
Dans quelles circonstances vous est venu le projet de ce livre? Et alors, deuxième question, pour parcourir avec vous la première partie de votre livre que vous avez intitulé « Cela commença comme un mauvais rêve », pouvez-vous, à grands traits, nous donner une idée de la complexité, au fond, des conditions historiques, sociales, culturelles, qui ont fait que la question du féminin a toujours été une question vive, situant une frontière mouvante, parfois inquiétante, frontière politique et sociale, autant que frontière intrapsychique, affectant et les hommes et les femmes. Okay. Bon. Je commence par dire merci à cette présentation de mon travail. Je ne me souvenais pas de tout, mais enfin ça m'a un peu remis les choses en tête. Voilà. Donc c'est au fond, ça faisait, avant d'écrire ce livre, ça faisait très longtemps que je travaillais sur cette question qui est liée, on peut dire, au début de la psychanalyse elle-même. On peut dire que la psychanalyse est née sur cette question du rapport masculin-féminin. Parce que Freud, avant même d'inventer le nom psychanalyse ou inconscient, avait comme son meilleur copain, c'était un dénommé Fliss, qui s'était mis en tête qu'il existait une bisexualité organique, que nous étions tous à la fois hommes et femmes. Donc ça a été la première idée, en quelque sorte, à partir de laquelle Freud a commencé à penser à une bisexualité qui était non pas organique, mais psychique pour Freud. Donc il a peu à peu développé cette idée. Au fond, une des premières idées de l'inconscient étant que l'inconscient de chacun refoule la moitié de sa bisexualité. Les femmes refoulant plus ou moins leur masculin et les hommes de même. Mais ça, c'était, je dirais, une idée rustique de la bisexualité. En fait, dès 1903, dans son essai de 1903 sur les 3 essais sur la théorie de la sexualité, Freud a eu cette idée vraiment formidable de distinguer, à l'époque c'était vraiment formidable, de distinguer le genre psychique, c'est-à-dire qu'on se sente homme ou femme, et donc attiré par le masculin ou le féminin, et le genre, le sexe anatomique, ça n'a rien à voir. En fait, nous sommes divisés en 4 entre notre genre psychique et notre genre anatomique, notre sexe masculin ou féminin, et au fond ça n'a absolument rien à voir. Le féminin peut concerner aussi bien les hommes que les femmes, et réciproquement, le féminin peut être très bien masculin. D'ailleurs, remarquez-le, grammaticalement, on dit le féminin, c'est déjà du masculin. Donc voilà, c'est bien parti. Voilà. Donc c'est une idée tout à fait centrale de Freud, qu'on retrouvera tout au long de son œuvre. Il maintiendra cette idée jusqu'à, on peut dire, un de ses derniers livres phares sur la fin de la psychanalyse elle-même, le texte qui s'appelle « Analyse finie et infinie », qui se termine sur quelques notations à propos de l'écueil sur lequel se heurte tout homme et toute femme, c'est-à-dire la question de sa masculinité ou de sa féminité. Alors, dans le jargon psychanalytique, il existe des termes qui font peur, qui résument un peu cette question. C'est par exemple le terme de castration, la castration. Aïe aïe aïe, c'est un terme un peu chirurgical, et on ne voit pas que derrière ça, il y a cette question du masculin et du féminin. Alors, après tout, comme c'est l'arrière-fond de mon travail, c'est quoi? C'est de montrer que le féminin a de tout temps et en tout lieu, au point de vue historique, comme au point de vue psychique pour chacun et pour chacune, était le féminin quelque chose d'un ferment de changement, un ferment révolutionnaire, un ferment, quelque chose qui dit non, un principe de négation universelle.
le principe du féminin, reconnu depuis toujours. Par exemple, dans Ovide, il y a ce vers qui me revient juste à l'instant, qui est devant le grand Jupiter, jamais aucune femme ne fit le premier pas. Il y a cette façon, comme ça, de commencer par dire non. Après, on verra. Mais qu'un homme fasse ses preuves avant de prétendre conquérir une femme, il y a là un principe de négation, on peut dire, qui est, bon, je ne peux pas le démontrer comme ça en 5 minutes, qui est, au fond, la loi elle-même. Il y a quelque chose de la position féminine qui est tout à fait centrale dans l'organisation de la psyché. Voilà. Donc, je vais peut-être commencer par dire un mot sur ce principe de bisexualité, en raccourcissant beaucoup, pour qu'on voit bien que ce féminin a cette puissance de remise en cause constante, même dans des époques où le féminin était spécialement opprimé. D'ailleurs, cette oppression primitive du féminin, c'est quelque chose que Marx et Engels, dans l'idéologie de la famille, de la société privée et de l'État, a reconnu d'emblée, puisque Marx, une de ses premières affirmations dans ce livre, c'est de dire que le modèle de la lutte de classe a été donné au départ par l'oppression du féminin par le masculin. Il y a donc cette idée forte de Marx qui au fond se trouve au premier plan jusqu'à aujourd'hui, où on voit bien qu'il y a cette puissance révolutionnaire, ce principe de négation qui fonctionne pour chaque homme en particulier, pour chaque femme aussi d'ailleurs, et pour la société tout entière, puisque c'est désormais toujours plus visible dans le mouvement de l'histoire lui-même. Pour parler des dernières décennies, par exemple, lors de la révolution tunisienne, c'était les femmes qui étaient majoritaires sur les places de la révolution, de même d'ailleurs en Égypte. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses sur le devenir de ces révolutions, mais sur le principe révolutionnaire, c'est tout à fait évident. Voilà. Alors, ce que vous appelez l'effervescence révolutionnaire. L'effervescence révolutionnaire. Ce qui, je veux dire, les femmes, peut-être que la politique, ça les ennuie autant que la plupart des hommes, d'ailleurs, au moins ceux qui ont la tête pas trop déformée par le goût du pouvoir. Mais il n'en reste pas moins que ce à quoi il faut s'opposer, là, il y a je dirais une prise de position qui manque rarement. Voilà. Alors, je vais peut-être... comment est-ce que je vais prendre les choses pour resituer la question? On peut dire que pour nous, aujourd'hui, la situation est beaucoup plus facile à évaluer sur ce rôle révolutionnaire du féminin. Pourquoi? C'est que nous nous trouvons depuis 5, 10, 20 ans, 50 ans au maximum, dans une situation de bouleversement radical des fondements de notre société. C'est-à-dire que sont questionnés, y compris du point de vue législatif, les fondements du patriarcat, c'est-à-dire du pouvoir des hommes sur les femmes et sur la société, au nom du Père, au nom d'un principe religieux quelconque, qui leur a assuré leur hégémonie, on peut dire, depuis quand? Depuis le sacrifice d'Abraham, on va dire.
c'est-à-dire depuis ce qui a fondé le patriarcat monothéiste, des trois monothéismes, on peut dire, qui s'est appuyé sur ce pouvoir des hommes se réclamant d'un principe divin. Le principe divin en question étant le principe du sacrifice du Père, de l'instance religieuse qui fait que à partir du moment où le Père est mort, à partir du moment où les idoles sont abattues dans le judaïsme primitif, à partir de ce moment-là, il y a un respect du Père qui légitime le pouvoir des hommes dans la mesure où ils se prétendent pères, et les pères comme tels, dans toute l'histoire des monothéismes, au moins au début, avaient un pouvoir de vie et de mort sur l'ensemble de leur famille, y compris sur leurs enfants, un pouvoir absolu sur leurs femmes, sur leurs épouses, qui dans le judaïsme ancien, comme toujours d'ailleurs aujourd'hui dans l'islam qui se réclame de ce judaïsme ancien, les femmes peuvent s'acheter, se vendre, on a le droit d'en avoir plusieurs. Bref, un statut complètement objectivé de la femme qui s'est installé au nom de la religion, au nom de ce patriarcat de droit divin. Il faut se souvenir que, y compris dans le Code Napoléon, le crime principal, c'était le parricide, c'est-à-dire toute atteinte portée à la puissance du père. Eh bien, c'est changé depuis les années 1970, où maintenant le crime principal, c'est le crime contre l'humanité, c'est-à-dire ce qui porte atteinte à quoi? Au pouvoir des fils, c'est-à-dire c'est un passage du père au fils, donc c'en est fini, on peut dire, du patriarcat et de son pouvoir par conséquent sur le féminin, sur la répression du féminin, de tout ce qui est féminin. J'emploie sans arrêt ce terme de féminin parce qu'au fond, ça va bien au-delà des femmes. Je veux dire que, par exemple, les homosexuels ont été condamnés au bûcher, ou bien encore aujourd'hui en Arabie Saoudite, un homosexuel est bastonné en public. Voilà. Donc répression féroce du féminin. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit fini. Et puis il y a encore de grandes flambées de la puissance monothéiste, du patriarcat, de tout ce qui lutte en quelque sorte contre l'angoisse des hommes à l'égard du féminin. Parce que c'est ça qu'il faut voir. Il n'y a aucune espèce de supériorité, ça va de soi. Sauf physique, il n'y a aucune supériorité du masculin sur le féminin. Ce qui assoit cette supériorité, c'est uniquement le principe de légitimation religieux. À telle enseigne qu'à partir du moment où il n'y a plus de légitimité de ce principe, eh ben, les lois se succèdent qui redonnent peu à peu du pouvoir, le pouvoir, tout le pouvoir, trop de pouvoir si on veut à certains égards, aux féminins et aux femmes. Voilà. Hein, ça s'installe dans nos sociétés progressivement et peut-être on ne se rend pas suffisamment compte que c'est un bouleversement sans égal depuis le sacrifice d'Abraham, c'est-à-dire depuis quand même quelques milliers d'années. C'est-à-dire nous sommes en train de nous acclimater à de nouvelles façons de vivre, non sans violence, non sans retour en arrière momentané. C'est une façon de voir la vie tout à fait différente. Tout à fait différente. Voilà. Alors, dans cette situation tout à fait nouvelle, il y a eu au cours de l'histoire différentes sortes de féminisme, on peut dire. En particulier dans le dernier siècle, on peut dire, il y a eu un féminisme qui se contentait de militer pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes.
Alors ça, c'est vrai que c'est un féminisme, on peut dire, un féminisme égalitaire, un féminisme au fond qui ne fait que réclamer jusqu'au bout l'application des droits de la République, liberté, égalité, fraternité. Fraternité, qu'est-ce que c'est bizarre, il n'existe pas sororité. Ça n'existe pas. Hein. Je veux dire, comme si la République ne concernait, du point de vue de ce troisième terme, que les hommes. Parce qu'il y a dans le féminin quelque chose, on peut dire, de fascinant, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et qui transcende toute espèce de notion égalitaire, comme celle qui est incluse dans le terme de fraternité. D'où une deuxième sorte de féminisme qui n'existe que depuis peu, depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, un féminisme qui met en avant la supériorité du féminin comme cause universelle de désir. Parce que c'est comme ça, peut-être que j'arriverai à le démontrer tout à l'heure, que le féminin, d'une certaine façon, fonctionne comme objet de fascination aussi bien pour les femmes qui ne sont pas femmes comme ça en naissant, mais qui le deviennent en fonction d'un certain idéal féminin qui les dépasse, qui est plus grand qu'elles. D'une certaine façon, les femmes se déguisent en femmes, en cette femme idéale, en quelque sorte, voilà, qui a ses caractéristiques dans la mode ou autrement. C'est une femme qui transcende toute femme prise, considérée sous son jour particulier. Et au fond, c'est un féminin auquel elle n'est pas obligée de souscrire tout le temps. C'est-à-dire que la féminité, c'est pas forcément tout le temps, comme la masculinité d'ailleurs. Une femme peut très bien être masculine le matin en faisant son jogging, masculine à midi en consultant le CAC 40, et très féminine le soir en se mettant sur haut talon avec tous les insignes de cette idéalisation du féminin. Donc, ce que je voulais dire, c'est que depuis une période relativement courte, il existe une autre sorte de féminisme qui prône en quelque sorte, qui peut lutter pour certains droits éventuellement, mais au nom d'une féminité supérieure au sens où elle est cause universelle de désir. Bon, on n'entend plus beaucoup parler d'elle en ce moment, il faut dire qu'on vit dans une société d'une violence tellement profonde, journalière, qui atteint chacun, qui réglemente la vie de chacun des enfants, jusque que ça passe un peu au deuxième plan en ce moment. Vous vous souvenez sans doute des fémènes, des irrésistibles fémènes au sein nu, qui luttent qui se montrent au nom d'une ostension, d'une prestation, d'une fascination de la féminité. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui s'était jamais vu avant, sauf dans le domaine des arts, de la sublimation, du roman, où la femme, certaines héroïnes, pouvaient être présentées comme en effet imbus de cet idéal de fascination. Voilà. Alors, ces différentes espèces du féminisme font penser que, au fond, entre la revendication de droits égaux à ceux du masculin et une espèce d'ostension d'une spécificité de la fascination féminine, le féminin est quelque chose qui n'est pas stable. Il présente un principe d'évolution interne. Je vais dire ça autrement, je vais dire ça selon une formule que vous connaissez sans doute très bien, qui est la formule de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas femme, on le devient. C'est vraiment frappant parce que Simone de Beauvoir a écrit cette phrase qui a eu vraiment beaucoup d'impact dans
dans le milieu intellectuel français au cours des années 20-30, c'est-à-dire au même moment où Freud lui aussi écrivait quelque chose d'un peu semblable, qu'il y a un devenir féminin. C'est-à-dire la même chose que ce que dit Simone de Beauvoir, qu'au fond, en naissant, il y a un statut relativement homologue entre le sexe anatomique masculin et le sexe anatomique féminin du point de vue du psychisme. Qu'il y a cette égalité de départ et qu'au fond, les filles commencent par être des garçons, c'est leur premier destin, tout simplement parce que leur hétérogénéité psychique est équivalente pour les deux genres. Ce qui veut dire que le refuge, pour m'exprimer simplement, le refuge, la liberté de l'enfant, sa liberté cachée pour échapper à la gourmandise de sa maman, c'est, pour se sauver de ses griffes, c'est la masturbation, pour le dire comme ça. Dans le secret de la nuit, il échappe à l'emprise maternelle en se servant d'une partie de son corps pour que son corps ne soit plus dévoré par l'emprise maternelle, on va dire, par cet amour dévorant. Voilà. Donc il prend une partie de son corps pour sauver le tout, sauver les meubles. La masturbation, c'est la liberté. Ce qu'on oublie facilement, parce que tout cela est évidemment réprimé. C'est quand même pas beau de faire ça à sa maman. Donc, généralement, nous oublions tous assez vite que nous fûmes de petits masturbateurs. Voilà, c'est je dirais, une racine de la sexualité infantile que presque tout le monde oublie tout le temps. C'est pas que le pénis ou le clitoris qui sont concernés par cette masturbation, mais n'importe quelle partie du corps qui sert à se sauver, à s'échapper, à prendre la poudre d'escampette. La voix peut servir d'objet partiel également. L'enfant qui chantonne est en train de faire une fugue en ré mineur, ré majeur, tout ce qu'on voudra, plutôt mineur d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, je dirais que cette érotisation qui est une forme de liberté, pour les deux genres, elle est masculine. Voilà. Hein. On commence tous, garçons et filles, par cette masculinité de la liberté, au sens où, au fond, peu importe la différence de taille entre pénis et clitoris, ce qui compte, c'est les sentiments. Les sentiments sont équivalents et la jouissance obtenue est largement équivalente, ou même, j'oserais dire, peut-être supérieure du côté féminin par masturbation clitoridienne. Je m'excuse de donner ces détails, parce que tout ça est secret, naturellement. Les femmes n'avouant que vraiment par hasard, comme ça, au détour, que cette activité a été ou est encore importante, de même d'ailleurs que pour les messieurs, qui, indépendamment qu'ils mènent une vie orthonormée, mariés, pacsés, ou etc., peuvent se livrer à ce genre de sexualité qui réfère à leur première liberté. Donc, masculine pour les deux genres. Voilà. Et après, débrouille-toi. Débrouille-toi, ça veut dire que le devenir féminin, ça ne va pas de soi. Certaines femmes restent attachées à cette jouissance-là, y compris par identification au genre masculin. Voilà, pourquoi pas. Surtout à notre époque, on se débrouille. On se débrouille. Voilà. Si c'est une façon de vivre, on peut dire, plus en conformité avec ce qui rend la vie vivante, eh bien, voilà.
faut pas oublier la répression absolument féroce qui a régné sur l'homosexualité, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pendant des millénaires. Donc il y a ce petit chemin, on peut dire, je ne veux pas exagérer, c'est pas une torture, mais c'est quand même quelque chose de très difficile, que le chemin qui va de cette masculinité première jusqu'à une féminité dont le sommet est tout à fait impossible, puisque le sommet, c'est cette féminité idéale, c'est-à-dire se déguiser en femme. Toutes les femmes se déguisent en femme. Même des grands-mères, à un moment donné, elles se déguisent en femme. Pourquoi pas, hein? Je veux dire, d'abord c'est rigolo, et puis ensuite, c'est une façon de dire qu'elles restent, à quelque âge de la vie que ce soit, au centre du désir. Ça veut dire porter un petit bijou de rien du tout, faire briller la lumière du soleil, rien que ça, à travers un bijou, c'est se centrer sur Terre comme cause du désir. Voilà. À tout âge et en tout lieu, il y a ce déguisement potentiel du féminin qui ne veut pas dire forcément que c'est une invite à la sexualité. Non, c'est tout à fait autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, il n'y a qu'à essayer d'adresser la parole dans la rue et une dame est déguisée comme ça. Généralement, on se fait rabrouer dans la plupart des cas. Donc, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de cette incarnation sur la place publique de cette fonction du féminin, cette espèce d'idéalisation dont je suis pas loin de penser qu'elle a une fonction en quelque sorte tout à fait importante du point de vue de ce qui organise la cité, c'est ce féminin qui se montre qui a une importance pour organiser l'ensemble des rapports sociaux et même hiérarchiques, puisque le masculin, celui qui prétend régner sur la cité, eh bien, il ne le fait jamais si bien qu'en organisant hiérarchiquement la cité en cascades successives, allant de féminisation en féminisation, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique féminise son inférieur hiérarchique, etc., en cascade, jusqu'au plus petit en bas de l'échelle, qui, dès qu'il rentre à la maison, essaye de féminiser sa compagne, s'il y arrive, à ses risques et périls. Voilà. Donc, il y a une espèce de principe d'organisation psychique, en quelque sorte, dont il serait aventureux, je ne le ferai pas, de dire que c'est un principe qui organise les rapports économiques, etc. Mais c'est un principe psychique qui existe, qui fonctionne, voilà, et qui a sa puissance propre. Alors, voilà. Donc, par rapport à ça, par rapport à cette masculinisation première au sens psychique pour les deux genres, on peut dire non seulement le féminin est quelque chose qui est un idéal à conquérir, dans le meilleur des cas, mais dans le cas le plus courant, au moins depuis le sacrifice d'Abraham, c'est que le féminin en question a été rejeté, banni, considéré comme une abjection, comme le disait cette chinoise qui a été citée tout à l'heure par Léon Vichnia, se considérait soi-même comme une abjection. Beaucoup de femmes ont pu, dans des époques passées et encore aujourd'hui, considérer elles-mêmes comme une abjection, parce que pour elles aussi, le féminin était non seulement une chose à conquérir, mais une chose qui était rejetée dès le départ. Donc vous voyez ce profil tout à fait contradictoire, ambigu du féminin, à la fois idéal le plus élevé et à la fois complètement rejeté. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça
on peut dire qu'avec cette figuration du féminin, on a un fil de lecture absolument intéressant pour voir, pour visiter non seulement les faits sociaux, mais ce qui s'est passé dans la littérature, par exemple, ou dans les arts par rapport au féminin. Par exemple, pendant toute la période du Moyen-Âge européen, les femmes étaient dans cet état de rejet, brûlées sur la place publique dès qu'elles étaient un peu trop féminines, c'est-à-dire un peu trop sorcières, et en même temps vénérées. Par exemple, pendant plusieurs siècles, les grands compositeurs italiens, français, européens ont écrit des opéras pour des voix de femmes que des femmes ne chantaient pas. C'était des hommes, et il a fallu les castrer, les pauvres garçons, qui chantaient les rôles de femmes. Et cela jusqu'à une période relativement avancée, jusqu'au XVIe siècle. Donc pour vous dire, pour bien vous préciser cette position très bizarre du féminin, à la fois vénéré et à la fois angoissant. Angoissant. Féminin angoissant pour les hommes, depuis le sacrifice d'Abraham, on peut dire. Les femmes ont été la source d'une angoisse tabou, d'un tabou au sens plein. Et c'est à partir de là qu'on a un fil vraiment important pour lire le devenir historique jusqu'à aujourd'hui. Mais comment vous interprétez justement, vous référez au sacrifice d'Abraham, et dans le texte biblique, le geste d'Abraham qui s'apprête à sacrifier son fils est arrêté par l'ange. Et il semble que dans la tradition du judaïsme, on interprète cet acte, ce non-acte, comme justement le fait que le père n'a pas tout pouvoir de vie et de mort sur ses enfants. Et on explique aussi que la circoncision trouverait son origine justement dans l'alliance avec Dieu qui serait un peu le symbole du renoncement au droit de vie ou de mort. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, mais moi je veux bien en parler, mais ça me dévie un peu de ma trajectoire, mais pourquoi pas? Mais c'est mon côté féminin qui vous fait dévier de votre trajectoire. Oui. Non mais volontiers, parlons-en de qu'est-ce que c'est qui a donné son pouvoir au père, qui a donné son pouvoir au patriarcat. Ce qui a donné son pouvoir au patriarcat, c'est que les pères. Qu'est-ce que c'est qu'un père? Qu'est-ce que c'est qu'un père? Comment dire? C'est la réponse que donne la Torah à la question de qu'est-ce qu'on fabrique sur terre? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? La Torah répond tout de suite, c'est devenez père et vous posez pas de questions surtout. Mais qu'est-ce que c'est qu'un père? Un père, c'est un fils qui en a marre d'être fils, qui veut devenir père, et qui donc a dans la tête, en devenant père, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Eh ben, qu'il va supplanter son père et qu'il va cesser lui-même d'être un fils. Voilà. Il y a donc un parricide implicite dans l'acte même de devenir père. Bref, le sacrifice d'Abraham est remis en scène par n'importe quel homme qui désire devenir père. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Voilà. Bon, mais j'ai de la chance parce que moi, il m'a fallu des dizaines d'années avant de comprendre. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, il faut partir du désir du fils. Les fils, quand ils deviennent pères,
ils sont tellement à la fois contents et angoissés, et ils prennent leur enfant dans leurs bras, ils ont peur de le foutre par la fenêtre. Quelque chose de la paternité est éminemment angoissant parce qu'elle porte en elle une dimension sacrificielle, en quelque sorte. Hein. Il y a quelque chose, c'est pour ça que j'ai fait allusion dans ce livre à la pièce de Pasolini, Affabulazione, qui est vraiment une pièce formidable pour bien voir un père, le pauvre gars, il se sacrifie sans arrêt. Regardez les pères, la tête qu'ils font. Généralement, on voit bien qu'ils se sacrifient. Regardez le père de Victor Hugo, le pélican, qui ouvre son aile et qui se donne à manger parce qu'il n'a pas trouvé... Ou le loup de Vigny, le père, c'est à sacrifier. Tout ça, c'est des petites vignettes, en quelque sorte, qui réfèrent à la notion sacrificielle qui est incluse dans le terme de paternité, et c'est ce qui rend, au fond, les pères violents. Voilà. Un père, c'est... Un fils qui devient père, c'est pas facile à supporter, et il a tendance à devenir violent avec ses enfants. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la peur de flanquer son enfant par la fenêtre, la peur de le prendre dans les bras, l'angoisse, et en même temps la joie immense que ça représente, bien sûr, mais joie angoissée. Inquiète. Comment ? Joie inquiète. Joie inquiète. Voilà. Donc, il y a cette pièce de Pasolini, Affabulazione, et il y a aussi une pièce de Strindberg qui s'appelle Le Père, qui montre bien le devenir des pères comme étant, en quelque sorte, c'est ça, sacrifier. Je réemploie le terme de sacrifice pour centrer, pour répondre à la question qui m'a été posée, sur le sacrifice d'Abraham, où, en quelque sorte, il y a, dans le terme même, le sacrifice d'Abraham, il y a une notion éminemment ambiguë. On dit sacrifice d'Abraham, mais, enfin, c'est Isaac qui était menacé ou pas ? Oui. Hein ? Donc, voilà. Mais si le père, en effet, est tenté d'envoyer son fils se faire tuer à la guerre ou se faire tuer de mille façons, puisque c'est souvent comme ça que la paternité se met en acte, s'il y a une pareille mise en scène, c'est bien le sacrifice qui est en quelque sorte au premier plan. C'est-à-dire que ce qui est sacrifié, c'est pas seulement du fils au père que le sacrifice se joue, mais c'est aussi du père au fils. Je vais dire une énormité, je suis désolé, mais c'est vous le responsable. Je suis responsable. Ouais. Oui. Voilà. Bon. Isaac, en réalité, est une fille. C'est ça. Je m'excuse de le dire aussi d'une façon aussi énorme, mais il faut voir quand même que ce qui en résulte, traduit très pudiquement en français de la Torah, ça s'appelle l'arche d'alliance, le peuple élu, des choses comme ça. Mais il faut le dire clairement, c'est des traductions qui sont un peu à côté. L'arche d'alliance, ça veut dire que c'est un mariage. L'élection, c'est, comme pour tous les mystiques chrétiens ou les mystiques arabes, Dieu, l'élu, c'est qui ? C'est le mari. C'est un mariage mystique, sur le fond. C'est donc, encore une fois, la question du féminin qui est tout à fait au premier plan, mais de manière masquée, dans l'instauration du patriarcat, et qui a porté le patriarcat de manière extrêmement violente jusqu'à aujourd'hui et encore aujourd'hui. Dans toutes les religions qui se veulent pré-mosaïques, c'est-à-dire essentiellement l'islam, c'est la seule religion pré-mosaïque, elle se veut pré-mosaïque, eh bien les femmes sont considérées comme des marchandises, c'est tout. Je veux dire, alors que dans les religions post-mosaïques, où il y a eu le traitement particulier qui a été fait aux tables de la loi et à Moïse, eh ben, ça rend coupable et la culpabilité rend monogame, plutôt monogame. Je m'excuse, je fais des raccourcis un peu trop rapides. Voilà, mais on pourra y revenir dans la discussion.
Voilà. Bon, en tout cas, toutes ces règles de fonctionnement qui marquent notre vie quotidienne dans nos rapports masculins, féminins, avec toutes les embrouilles qui sont sous-jacentes dans ce lien conflictuel. C'est à partir de là que c'est impulsé, je dirais, historiquement, le rôle parfois effectivement révolutionnaire des femmes dans le mouvement politique. Comme Léon Vichnia le rappelait tout à l'heure, par exemple en France, pendant la Révolution française et pendant une période de 5 ans, les femmes ont eu un rôle révolutionnaire, on peut dire, de premier plan. Je dis de premier plan parce que, à des moments absolument tournants de l'histoire révolutionnaire, ce sont elles qui ont, je dirais, dégagé la situation. Par exemple, aller chercher le roi qui s'était réfugié à Versailles, c'est les femmes qui l'ont décidé. Elles se sont réunies, je ne me souviens plus comment s'appelle cette pétroleuse, la reine des Halles, je ne me souviens plus de son nom, qui a réuni plusieurs milliers de femmes aux Halles de Paris, qui, comme elles n'étaient pas folles, elles ont été chercher les canons à la garde nationale, et puis elles ont été à Versailles, elles ont ramené le roi. C'est un tournant dans la Révolution française, qui a été fait presque exclusivement, à part les canonniers qui étaient là, par des femmes. De même, autre tournant révolutionnaire, la prise des Tuileries. La prise des Tuileries, c'est les femmes qui ont bousculé les gardes suisses et rentré les premières dans le palais des Tuileries. Voilà, 2 tournants révolutionnaires, suite auxquels les femmes ont demandé à constituer leur propre milice guerrière, avec des vêtements d'Amazone. Malheureusement, elles se sont disputées entre elles pour des histoires de mode. Est-ce que le pantalon devait être un peu plus court, un peu plus long? Enfin bref, c'est dommage. Et puis, elles avaient leur club à elles, et ça n'a duré que 4 ans, jusqu'à ce que elle soit la révolution battant de l'aile. Eh bien, c'est ce rôle féminin révolutionnaire qui a battu de l'aile, lui aussi, jusqu'à être interdit. Par exemple, en 95. En 95, il y a eu un décret préfectoral qui a décidé que les femmes n'avaient plus le droit de porter le pantalon, habit révolutionnaire. Voilà. Et qu'elles n'avaient plus le droit de participer aux réunions politiques aussi. Et qu'elles n'avaient plus le droit de participer aux réunions politiques. Et vous ne le savez peut-être pas, mais cette interdiction de porter le pantalon n'a été levée qu'il y a 4 ou 5 ans. Hein? Évidemment, ça faisait longtemps que les femmes ne s'occupaient plus de ça. Mais en tout cas, le décret lui-même n'a été aboli qu'il y a 4 ou 5 ans. Voilà. Enfin, entre-temps, il y a eu bien des épisodes révolutionnaires en France, plusieurs montées en puissance de la chose révolutionnaire jusqu'à la Commune de Paris, etc. Et à chaque fois, c'est les femmes qui étaient... les femmes étaient partie prenante de ces mouvements de manière tout à fait importante. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de... On peut peut-être faire une petite pause et moi, demander c'est comme vous voulez. On peut peut-être... Ouais. Non, ça me permettrait de me rendre compte si ce que je dis est compréhensible. C'est pas obligé, hein. On peut laisser parler quelqu'un tranquille, comme ça. Est-ce que vous avez éventuellement des remarques, des objections, des questions ? Monsieur Gérard, là. Oui, avant de poser ma question, je voudrais quand même préciser que quand on parle de pantalon, c'était un sous-vêtement. C'était un sous-vêtement. Donc l'interdiction des pantalons peut-être, mais les sans-culottes, c'est ceux qui justement étaient en pantalon
Aujourd'hui, on dirait ils sont en slip. C'est pas ma question. Non, ça se discute. Hein. En fait, je me référais un petit peu à ce que disait Freud, et c'est vrai que vous avez, si j'ai bien compris, tendance à récuser l'idée d'une religion qui serait... En fait, Freud parle des religions de la Grande-Mère comme si finalement, avant même qu'un dieu soit mâle, eh bien, il y avait une espèce de divinité féminine qui a été antérieure à la divinité mâle et qui même aurait pu subsister dans les marges. J'aimerais avoir votre vision de la chose. Oui. Freud n'a accrédité les religions de la Grande-Mère, comme vous dites, que sur la base de travaux d'un anthropologue allemand qui a eu un énorme succès, dont le nom m'échappe, est-ce que quelqu'un l'a en tête, un contemporain de Freud, qui a parlé en effet de la religion des mères, d'un matriarcat primitif. Et comme c'était une idée qui était absolument assurée au point de vue scientifique à son époque, qu'il aurait existé avant les religions monothéistes des religions basées sur un principe matriarcal, Freud a marché dans la combine de son temps, en quelque sorte. Mais enfin, depuis, il a été démontré, surdémontré, redémontré qu'il n'a jamais existé de religion, de civilisation, de culture matriarcale. Le matriarcat n'a jamais existé nulle part. Voilà. Alors, pour être complet, pour répondre à cette question importante, il faut dire tout de suite qu'en revanche, ce qui a existé, ce sont des cultures matrilinéaires, ce qui est tout à fait différent. Par exemple, dans une partie importante de l'Afrique, au Mozambique, en Angola, il existe des cultures matrilinéaires. Ou bien en Amazonie, il existe aussi des cultures matrilinéaires, celles que Lévi-Strauss a étudiées pour établir ces mythologiques. Et ça existe également en Chine. Il y a la culture des Na, culture matrilinéaire, où semble-t-il, ce sont les mères qui sont au pouvoir. Semble-t-il. Voilà. Alors évidemment, ça fout en l'air complètement tout l'édifice, comment dire, non seulement du monothéisme, mais de la lecture du monothéisme faite par Freud et par la psychanalyse. Donc ça vaut le coup d'aller y voir de plus près. Hein, et puis changer de métier éventuellement. Hein. Bah oui, non mais il faut aller jusqu'au bout, quoi. Alors, moi personnellement, il y a une période, ça m'a un peu inquiété, d'abord parce que, étant professeur dans une université française, certains de mes étudiants chinois m'ont appris que dans certaines peuplades où régnaient des cultures matrilinéaires, le mot « père » lui-même n'existait pas. Alors là, j'ai été bluffé. Ça a été l'occasion d'un de mes premiers voyages en Chine où j'ai voulu aller vérifier sur place, chez les Na, près du lac Lugu. En effet, le mot mère existe, ce sont les mères qui sont au foyer, qui dirigent la maison. Les pères, on ne sait pas où ils sont dehors, dans la maison des femmes, enfin, dans la maison des femmes, qu'est-ce que je raconte? Dans la maison commune, ils boivent, ils vont... enfin bref, ils font ce que d'autres hommes font dans d'autres cultures. Voilà. Et donc, il y a cette idée que même le mot père n'existerait pas. Voilà. Donc, j'ai approfondi sur place. En fait, c'est pas que le mot père n'existe pas, c'est qu'il est tabou. On n'a pas le droit de le dire. C'est comme le mot merde. On n'a pas le droit de dire merde. En fait, on le dit sans arrêt ou on le pense. Hein. Mais c'est un mot tabou. En fait, les pères existent bien, mais la fonction paternelle est tenue dans la maison par le frère de la mère. C'est lui qui tient la fonction paternelle, d'autant plus fortement qu'il y a un interdit de l'inceste entre lui et sa sœur, c'est-à-dire la mère de l'ensemble de la maisonnée. Voilà.
Donc, en fait, dans ces cultures dites matrilinéaires, le pouvoir des hommes est le même, mais il est situé en dehors, en quelque sorte, de la famille. Et les anthropologues qui ont visité les lieux ont eu l'impression qu'il n'y avait plus de pouvoir des hommes, tout simplement parce que le pouvoir colonial avait décapité la puissance militaire de ces pays. Par exemple, les Portugais avaient décapité la puissance militaire des hommes de la région, etc. Même chose en Chine. Donc on avait l'impression d'être dans des sociétés sans père. Hein. Mais voilà, des études plus sérieuses ont montré que ce n'était pas le cas. Donc quand vous verrez en vitrine de librairie un livre vous parlant de la merveilleuse société des Na, société sans père, dites-vous que c'est un livre mal informé. Il y a eu depuis beaucoup d'autres travaux qui ont remis les choses en place. Dans une séquence de votre livre que vous intitulez le tabou du féminin qui est d'abord refoulé par chacun, par chacune, puis réprimé par la société, vous soutenez que le traitement de la féminité dans chaque famille est peu visible, alors que ses conséquences dans la société sont éclatantes. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point ? Enfin, oui. Le traitement de la féminité dans chaque famille est peu visible. Oui, ça veut dire que dans chaque famille, en quelque sorte, chaque enfant se débrouille avec sa bisexualité, l'arrange comme il peut. Mais je veux dire, c'est quelque chose que les parents ou les observateurs habituels n'arrivent pas bien à percuter. C'est-à-dire, ils ne voient pas, c'est difficile à voir, quoi donc, que garçon comme fille, il y a un espèce de rapport à la fois fasciné et, amoureux des enfants pour leur père, comme personnage impressionnant ou comme personnage, enfin, un rapport vraiment spécial dont on voit bien pour certains garçons que c'est un rapport très, très conflictuel. C'est à la fois un rapport jaloux et c'est un rapport guerrier. Qu'est-ce qui fait la différence entre le masculin et le féminin dans le plus jeune âge? C'est que les filles, jusqu'à un certain point, mais il ne faut pas exagérer, acceptent leur féminité, elles commencent à se déguiser, tout ça. Elles préfèrent d'ailleurs plutôt jouer à la maman qu'à la star. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre complètement. Bref, les filles, c'est oui et non, on minaude un peu, mais oui, on peut accepter. Alors que pour les garçons, la caractéristique de leur position par rapport au féminin, c'est quoi? C'est de prendre les armes tout de suite. Voyez les petits garçons, il leur faut un revolver, il leur faut un truc en plastique, il leur faut une grenade à lancer dans la figure de l'autre. Bref, il faut se défendre. Contre quoi se défendent-ils? Ou bien, on peut dire, contre le monstre, contre l'ogre, le loup, contre quoi? Une figure paternelle primitive qui risque de les bouffer, qui risque de les dévorer incestueusement, parce que c'est ça, il y a dans le fond de l'affirmation du désir masculin ou féminin, il y a une angoisse de l'inceste par rapport au père. Non pas que le père soit pédophile ou incestueux, ça peut arriver, mais c'est l'exception, mais parce que dans le désir de l'enfant lui-même, il y a cette angoisse qui est là comme toile de fond de sa prise de position comme garçon ou comme fille. Voilà. Il n'y a qu'à observer les enfants pour voir que c'est au premier plan. Hein, et même pour voir comment dans un groupe de garçons, il y a cette organisation qui se fait là, tout de suite. Il y a la fille qui est dans le groupe. Il y a un garçon qui est pris comme tête de turc, etc. Et puis il y a le petit chef. Et puis il y a une petite hiérarchie qui se met en place. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas des faits culturels imposés, ce sont des faits psychiques.
les racines, les fameuses racines dont bien des idéologues se prétendent, ce n'est pas des racines qui sont écrites dans l'histoire ou dans la langue ou dans le passé chrétien, musulman ou juif. Les racines, ce sont les racines infantiles qui sont en quelque sorte mises en exergue, mises en valeur dans la famille, mais qui pour autant, je dirais, sont des racines de second ordre. C'est-à-dire, chaque enfant a la potentialité d'être plus grand que tout ça. Heureusement. Je veux dire, heureusement, sans ça, il n'y aurait pas d'avenir. C'est-à-dire, chaque enfant a la possibilité de dépasser tout ce qui lui est inculqué par les racines prétendument culturelles, religieuses et autres. Il peut les prendre s'il veut, bien sûr. Ça fait partie de son identité. Mais il est aussi plus grand, c'est-à-dire porteur d'avenir, en quelque sorte. Voilà. Alors, porteur d'avenir, déjà dans la famille, il y a cette attitude guerrière des petits garçons et hiérarchisés qui se construit en contrepoint de leur angoisse de féminisation et de leur angoisse incestueuse, qui les fait jouer le rôle de leur prise de genre, la façon dont ils sont garçons. Ça se voit bien dans un groupe de garçons, il y a le chef, il y a le sous-chef, celui qui est presque chef, qui est même plus fort que le chef, mais il peut pas être au niveau, il n'est pas à niveau. Il ira pas, il ne va pas y aller. Hein. Donc, au sein même du groupe de garçons, il y a ça. Hein. Mais tout ça, finalement, ça se joue déjà en dehors de la famille, et ça se joue encore plus en dehors de la famille, dans la société. Parce que la société reproduit exactement le même schéma avec ses hiérarchisations qui vont du chef de la société. Il y en a toujours un et un seul. Pourquoi un et un seul? Quelle drôle d'idée. Même dans les sociétés démocratiques, il y a toujours celui qui a la plus grande, etc. Voilà. Pourquoi faire? C'est bien une répétition des racines infantiles qui se fait dans le social. Ce qui veut dire qu'au fond, garçons et filles, les filles jouent toute cette partie au sein même de leur famille et ensuite dans leurs amours. Au fond, c'est plus honnête. Alors que les garçons qui ont les jetons, eh ben, ils vont jouer ça sur la scène de la société. Hein. Ils font les putes avec le président, etc., les promesses, etc. Je vous passe, vous connaissez tout ça par cœur. Vous vous faites avoir comme tout le monde, comme moi, etc. Je veux dire, c'est vraiment... C'est jouer à l'extérieur ce qui ne s'est pas joué à l'intérieur. Donc, la mise en scène masculine et féminine ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde, avec cette prétention masculine, puisqu'elle a son exutoire dans la politique. Au fond, c'est une façon de pas s'être affronté avec le problème de quoi? Le problème de l'indépatrable tracas du masculin et du féminin, de l'amour en quelque sorte. C'est ça. Hein, c'est plutôt ça le cœur de notre vie, plutôt que vraiment les comédies inénarrables de la scène politique. Sur le coup, on y croit, et puis on voit ça à 3 ou 4 ans de recul, on s'aperçoit de scénarios all fake. Tout est faux, tout est menteur, tout est... Bref, vous m'engagez dans une voie où je ne vais pas poursuivre. Bon. Revenons à une question que vous posez, notamment quand vous vous référez au statut de l'hystérie dans la découverte freudienne, dans le fait qu'il est allé à la salpêtrière, qu'il a assisté aux séances de Charcot, et
vous relevez que l'hystérie masculine se définit en opposition à l'hystérie féminine, et vous posez une question qui, que je vous appelle à développer pour nous. Vous vous demandez pourquoi appeler crise hystérique ce qui est le moteur perpétuel de l'histoire. Voilà, oui. Alors ça, c'est... Voilà, bon, bah oui, non, mais c'est toujours le problème des étiquettes psychopathologiques des psychanalystes ou autres, où au fond, dans notre langue ordinaire, hystérie, c'est un mot qui fait partie de la langue ordinaire. Quelle hystérique celle-là, après une certaine mise en scène ou ainsi de suite. Mais à mieux y réfléchir, surtout quand on a eu connaissance en effet des travaux de Charcot à la Salpêtrière auxquels Freud a assisté, et Charcot est le premier à avoir eu cette intelligence de dire quoi? De dire que l'hystérie était aussi bien masculine que féminine. Parce que depuis l'Antiquité, c'est Hippocrate qui a le premier inventé ce mot d'hystérie. L'hystérie, c'était une maladie qui était due au fait, selon Hippocrate, que l'utérus se mettait à naviguer dans le corps, et quand il prenait à la gorge, avec l'angoisse globus hystericus, eh ben, ça rendait fou. Voilà. Donc, pendant très longtemps, pendant des siècles, l'hystérie était considérée uniquement comme féminine. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils étaient, les hommes? Ben, les hommes, ils étaient virils. Voilà, c'était quand même mieux. Alors que, mieux pour eux, je veux dire, jusqu'à un certain point. Alors que depuis Charcot, où la question a commencé à se poser, et puis avec Freud, avec la question de la bisexualité, on s'aperçoit qu'au fond, ce qui s'appelle l'hystérie, c'est la normalité, c'est-à-dire la banalité du tracas de notre prise de genre, dans quel rapport évolutif nous sommes avec notre propre genre psychique, que nous pouvons avoir été hétérosexuels dans la petite enfance, épisode homosexuel, on peut dire presque universel, à l'adolescence, un peu, beaucoup, passionnément, hétérosexualité ensuite, et puis peut-être aussi plus tard, retour à l'homosexualité. Tout ça est très souple et montre qu'au fond, qu'est-ce que c'est la question de l'hystérique? Le terme d'hystérique ne devrait même pas exister. Je veux dire, c'est une étiquette de médecin ou de quelqu'un. On est tous médecins à un certain moment. Quand on veut cataloguer quelqu'un qu'on n'aime pas, on dit « Oh là là, quel hystérique !» Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente sur le fond? Qu'est-ce que c'est la question de l'hystérique? C'est « Suis-je un homme ou suis-je une femme ?» C'est ça. Il y a de quoi faire une crise. Bon, c'est ça la crise hystérique. C'est le moment où la question de la féminité se pose de manière telle que ça devient insupportable. Parce que ce qui est à l'horizon du féminin, c'est, je dirais, un amour incestueux du père tel qu'il faut exploser. Il faut que ça s'arrête. Vous connaissez sans doute la description de la grande crise hystérique à la Charcot. C'est quoi? C'est l'hystérique qui, d'une main, s'arrache les vêtements comme si elle était un homme, et de l'autre main se recouvre de ses vêtements comme si elle était une femme qui veut empêcher de se faire, comment on dit, violer, quoi. Enfin, prendre de force. Voilà. C'est ça, je dirais, le noyau traumatique de la scène dite hystérique. Et au fond, c'est la crise latente à travers laquelle nous cheminons. Nous vivons dans ce rapport constant, dans le rapport... Pourquoi est-ce que tellement de gens, sinon presque tous, du moins quand même beaucoup, vivent en couple? C'est qu'il y a cette nécessité de l'espèce de mise en tension de notre propre rapport genré qui nous équilibre, même s'il n'y a pas de sexualité.
même s'il n'y a pas d'amour. Il y a beaucoup de couples qui vivent comme ça, sans spécialement beaucoup d'amour, de sexe par accident, par nuit noire, ça peut arriver, mais je veux dire, voilà, ça fonctionne. C'est cette mise en tension elle-même qui équilibre, en quelque sorte, l'hystérie de chacun. Voilà. Alors, il y a une question qui affecte cet équilibre et que vous traitez, c'est celle de la jalousie, dont vous vous demandez si elle n'a pas justement constitué une des clés de voûte de l'oppression. Alors, est-ce que vous pouvez... Clé de voûte de l'oppression. Oui. Est-ce que vous pouvez développer un peu pour nous cette question de la jalousie qui traverse tous les couples, chacune et chacun? Oui, c'est intéressant de voir, je dirais, l'arrière-fond monothéiste de la jalousie. Parce qu'après tout, pour laïcs que nous soyons, pour républicains que nous soyons, c'est sur le fond d'une culture imbue du monothéisme que tout ça s'est profilé. Les mariages faits à l'église, par exemple, sous l'égide de Marianne, mythe républicain, prolongent d'une certaine façon les sacrements de l'Église. Quant à cette cérémonie du mariage qui, dans le monothéisme, en tout cas dans le monothéisme chrétien, était un des sacrements de l'Église, c'est-à-dire un acte mystique. Il faut quand même bien le dire comme ça. Un acte mystique fait établi pour toujours. Donc c'est un arrière-fond religieux. Je veux dire, dans la loi républicaine jusqu'à récemment, dans le mariage, la fidélité était inscrite dans le texte. Hein. C'est-à-dire ce qui faisait de la jalousie quelque chose de fondé. Il était légitime de tuer sa femme ou réciproquement par jalousie. Légitime, j'exagère. Je veux dire que c'était considéré comme crime passionnel, c'est-à-dire, au fond, sujet à beaucoup de pardons. Les crimes passionnels, n'étaient pas punis que les autres, de la même façon que les autres homicides. Hein, donc la jalousie était là, je dirais, un bémol républicain ou religieux apporté à un acte passionnel. Donc, arrière-fond religieux de cette jalousie qui tient au monothéisme lui-même. Je le disais tout à l'heure, l'arche d'alliance, le peuple élu, ce sont des mots de traduction un peu édulcorés pour dire il s'agit d'un mariage, et l'un des surnoms de Dieu dans la Torah, qui d'ailleurs n'a rien d'autre que des surnoms, c'est un Dieu qui n'a pas de nom, il faut quand même le dire, c'est le jaloux. Je ne me souviens plus comment ça se dit en hébreu, mais en tout cas, c'est le jaloux. Dieu est jaloux de son peuple, attention. Voilà. Donc c'est une jalousie qui vient de haut, et qui infléchit complètement le rapport du masculin au féminin, pour nous tous, y compris en culture désormais amplement laïque. La jalousie reste, je dirais, le fil à plomb, le tracas d'une très grande majorité de couples à la recherche d'un SMS suspect, d'un cheveu qui traîne, d'une odeur quand même spéciale, etc., etc., et qui fait que la jalousie vient être, je dirais, une espèce de tournis dans la tête, en quelque sorte, qui correspond à quoi ? En principe, c'est les hommes qui devraient être le plus jaloux.
hein, puisque les femmes sont détentrices, en quelque sorte, de ce bien qu'elles sont les seules à posséder, et oui, c'est-à-dire la capacité orgastique. Voilà. Les hommes, les malheureux, ne font que courir après. Ils ont des orgasmes par personne interposée. Ça les obsède de faire jouir les femmes, parce qu'ils en jouissent eux-mêmes. Mais sans ça, je dirais, ce sont les femmes qui sont dépositaires de ce bien spécial, grâce à Dieu, il faut bien le dire. Je dis ça parce que une des preuves de l'existence de Dieu au Moyen-Âge, c'était le rapport orgastique des mystiques à Dieu. Oui. C'est-à-dire, elles étaient capables, à force de réciter des prières, de crier « Jésus, Jésus, Jésus », etc., ça leur déclenchait un orgasme à la longue. Au bout de quelques années, ou pour les plus doués, au bout de beaucoup plus... C'était une preuve de l'existence de Dieu. Donc, des vrais mystiques canonisés par l'Église, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu une trentaine, une quarantaine. Il faut lire ça. Je veux dire, c'est des belles histoires. Ah bah oui, il y a par exemple Sainte Catherine de Sienne qui raconte qu'elle se donnait le fouet 3 fois par jour et qui était décidée à dominer sa nature inférieure pour n'appartenir qu'à Dieu. Et là, on sent bien que derrière, il y a une promesse orgastique considérable. Absolument. Parce que comme l'orgasme est coupable, voyez le cheminement mental de la mystique. Comme l'orgasme est coupable, ça va mériter une punition. Donc, se punir va provoquer l'orgasme. Vous voyez comment ça marche, hein? Non, mais c'est pratique, utilisez-le. Punissez-vous, faites des régimes, faites la diète, portez des vêtements trop serrés. Faites comme les mystiques. Les mystiques s'infligeaient des tortures quotidiennes jusqu'au moment orgastique merveilleux qu'elles confiaient à leur confesseur, qui le répétait à la hiérarchie de l'Église, qui faisait savoir ça dans toute la chrétienté, et c'était une preuve de l'existence de Dieu. Parce que sans ça, comment voulez-vous prouver l'existence de Dieu ? Franchement. Oui. Non, mais si le fait de répéter son nom arrive à faire jouir, c'est bien qu'il existe, non ? Bon, on ne va pas faire l'expérience ici, mais... Alors, je vois qu'il y a des réactions à propos de ces questions orgastiques. Alors peut-être que vous souhaitez prendre la parole sur ces... Peut-être pour des témoignages ou des... Non, mais souvent, moi, je me dis que j'invente, que je me trompe peut-être. Donc, si vous avez d'autres avis, je suis preneur. Monsieur. Bonjour, merci. Est-ce que vous pourriez revenir sur... enfin, là, je lis différentes choses que j'ai entendues. J'avoue que j'ai l'impression d'être dans un conte métaphysique, en fait. Ça, on va dans plein de choses et il y a des choses que j'attache, d'autres que j'ai du mal à suivre. Mais est-ce que vous pourriez revenir sur le côté où vous avez défini le féminin comme révolutionnaire et le masculin comme violent? Enfin, je ne sais pas si on peut les confronter, ces deux positions. Oui, il a bien compris. Une autre question? On prend deux questions. Enfin, je vais peut-être dire un une commentaire, ânerie. peut-être. Non, mais je vais peut-être dire une ânerie. Allez-y. Dont je ne me censure pas. Je vais dire qu'il y a longtemps que je n'ai pas joui textuellement comme ça, mais je voulais savoir si vous pouvez revenir sur la culpabilité qui est, comment vous la définissez et comment elle fonde la monogamie. Merci. Ah, ça c'est une question de talmudiste, ça. Si je ne me trompe pas. Donc il y a deux questions là, bien différentes.
Excusez, je voulais juste rajouter sur sur la racine sémitique du nom de Dieu comme jaloux. En fait, si je prends la racine sémitique en arabe, ça ne renvoie pas seulement à la jalousie, mais ça renvoie à l'autre. On dit ghayr. Ça renvoie à l'autre. L'autre. Pas seulement le jaloux, mais l'autre. L'autre divinité. L'autre... Oui, d'accord. Vous pouvez boire un petit coup pour vous rincer le gosier. Non. Ça va me donner envie d'aller aux toilettes. Oui, alors sur la première question, le féminin révolutionnaire, d'abord il y a les questions, je dirais, évidentes qui font du féminin un principe révolutionnaire. C'est en quelque sorte sa résistance à l'oppression masculine et à son propre rejet intime, c'est-à-dire d'avoir d'une façon ou d'une autre à s'affirmer lui-même. Et comment s'affirmer soi-même, sinon par la révolte. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui existe de tout temps. De tout temps, il y a un ferment contestataire, révolutionnaire dans la position féminine, c'est-à-dire dans le fait de dire non. De dire non. On commence par dire non, puis après on voit. Après on voit ce qui se passe. Hein. Mais il n'y a pas d'immédiateté, par exemple, de la séduction masculine par rapport au féminin. C'est rarement oui tout de suite. Non. Il faut d'abord... voilà. Il y a cette espèce de mise à distance du féminin qui est simplement un fait d'observation, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qui a, en quelque sorte, existé de tout temps. On peut imaginer que ça a existé de tout temps. Sauf surmonté par quoi? Surmonté par ce fait historique massif, terrible, qui a existé tout du long de la civilisation, qui est celui de la prostitution. La prostitution a double face. D'abord parce qu'elle permet de surmonter la négation du féminin. Bon, c'est pratique. Et ensuite, elle a également comme avantage pour l'homme, c'est qu'une prostituée n'a pas d'orgasme. Hein, une prostituée ne jouit pas. Parce qu'il y a dans la capacité orgastique du féminin quelque chose qui fait peur aux hommes. Ça leur fait peur, c'est pas la peine. Il y a des civilisations entières qui ont excisé les femmes simplement pour qu'elles aient le moins d'orgasme possible. Ça leur fait peur, ça les domine. Ça leur montre, au fond, qu'ils ne sont que des fils à la poursuite de ce qui s'extériorise dans l'orgasme, au fond, qui sont tout petits. Voilà. Hein. Donc, pour dominer les femmes, pour dominer leur capacité orgastique, il faut... Il y a l'excision, il y a la prostitution, il y a aussi le fait, la polygamie, parce que mettre plusieurs femmes dans la même maison, c'est leur supprimer toute potentialité jalouse. C'est-à-dire elles n'ont même plus le droit d'être jalouses. C'est-à-dire c'est une oppression profonde. Une première femme remplacée par une deuxième, elle est complètement annulée. Et si la deuxième vit en même temps que la première aussi est complètement annulée dans ses capacités orgastiques. C'est donc une oppression du féminin qui est un fait culturel, je dirais, majeur de tous les monothéismes. La prostitution, encore aujourd'hui, c'est un fait de civilisation dans lequel nous vivons. Il n'y a plus la même prostitution qu'avant. C'est cadré, etc. Mais la prostitution par Internet, c'est quand même fabuleux ce qu'il y a. Hein, voilà. Les messieurs qui sont ici reçoivent sans doute, comme moi, plusieurs mails par jour leur disant « je suis ta voisine, rends-moi visite », etc. Je veux dire, ça fonctionne pareil. Hein. Voilà.
Donc, il y a dans le principe, ce qu'il y a de révolutionnaire dans le principe féminin, c'est quoi? C'est d'une part la lutte effective contre une oppression effective, et ça c'est une chose, et il y a d'autre part, indépendamment de toute espèce de répression, même si la répression cesse, les femmes vont continuer à nous emmerder, si je peux parler. Je veux dire qu'il va continuer à y avoir dans le rapport masculin-féminin une mise en question. Hein. T'es un homme ou pas? Qu'est-ce que tu me veux? Etc. Voilà. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui tient à la féminité elle-même, cette espèce de principe de contestation qui n'est pas un principe, comment dire, je dirais, culturel. Des preuves? Oui, bien sûr, chère madame. Bien sûr, chère madame. Je ne vais pas vous raconter ma vie hier ou avant-hier, etc. Mais c'est constant. Pardon? Non, je ne peux pas généraliser. Je ne peux pas généraliser. Mais je peux quand même considérer que, par exemple, si on regarde la littérature française, entre le premier poème en français du 7e siècle, concernant une sainte crucifiée, et puis, je dirais, jusqu'à qui? Jusqu'à Christine Angot. Hein, on peut dire la persécution féminine a bien été retracée dans la littérature. Je ne témoigne pas de ma propre vie, vous pensez bien. Hein. Mais regardez, lisez les livres. Je veux dire, ça abonde. Ça abonde. Citez-moi une histoire d'amour racontée par un grand romancier ou un grand littérateur qui ne fasse pas état de ce qu'il y a de conflictuel dans le rapport masculin-féminin. Je pense que vous n'en trouverez pas beaucoup. Ou qui ne présente pas la femme comme ça l'a été pendant plusieurs siècles, au début de l'amour courtois, avec Dante, avec les troubadours, la naissance de l'amour courtois, où l'amour, c'est un amour de loin, où la femme aimée, c'est une femme aimée de loin, ou même une femme morte. Je veux dire, les preuves sont tellement abondantes. Donnez-moi, si vous voulez bien, des preuves contraires. Je suis preneur. Attendez. On vous apporte le micro parce que nous souhaitons conserver une trace de ces preuves. Non, oui. Mais c'est parce que vous disiez en gros, que les femmes continueraient d'emmerder le monde même si elles n'étaient pas oppressées. Oui. Donc du coup, j'ai bien envie de savoir pourquoi vous dites ça, parce que, en fait, forcément, quand on est tout le temps oppressé, forcément qu'on dit non. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, du coup, c'est pour ça que je voudrais en savoir un peu plus sur cette question. Oui, oui. Voilà. Oui. 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 Non, mais c'est une vraie question. Mais moi, je pense que ça continuera parce que qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? C'est un fils d'abord. C'est un fils. Un fils qui aura je veux dire, qui aura dans la tête de se débarrasser de son statut de fils en jouant au père, en jouant à une prestance d'autorité, en faisant de la musculation, du tai chi, de tout ce que vous voudrez, en ayant des diplômes, etc. Il y a tout un versant positif de ce vœu de se débarrasser de son statut de fils pour devenir une personne d'autorité. Mais s'il joue à ça avec une femme qu'il aime, s'il commence à représenter un personnage paternel, eh ben c'est à ça qu'elle va dire non. Donc c'est pour ça que je pense que ça va continuer. C'est-à-dire que les femmes vont continuer à faire en sorte que les hommes qui prétendent à leur amour, fassent leurs preuves, d'une certaine façon. Que ça ne se passera pas comme ça. Je veux dire, c'est pas « je t'aime, tu m'aimes, tout est facile ». Non, c'est pas facile. Mais est-ce que du coup, la manière de faire ses preuves dans ce que vous décrivez comme cette mise à distance par les femmes,
du masculin. Est-ce que c'est pas, ça consiste pas à leur dire, mais montre-moi à quel point tu es aussi féminin? Est-ce que c'est pas quelque chose comme dialoguons à propos de cette distance? Oui. Et si tu as des preuves à faire valoir, ce sont des preuves de quoi? Alors je reprends la question de mademoiselle. Ce sont des preuves de la masculinité du masculin ou de la féminité du masculin? Au fond, dans une rencontre entre un homme et une femme, quand ils se rencontrent, ce sont deux personnes qui sont mythiquement encore des enfants, je dirais, qu'ils ont à se débarrasser pour pouvoir accéder à quelque chose d'érotique, par exemple, de leur enfance. Chacun a à se débarrasser de son père et de sa mère, des deux côtés, d'une certaine façon. Voilà. Donc, on peut dire, au fond, le rapport sexuel, c'est à ça que ça sert. C'est à sortir du complexe d'Oedipe, à se débarrasser de son père et de sa mère, et à être un homme, point d'interrogation, et une femme, point d'interrogation. Mais dans l'amour lui-même, le masculin et le féminin sont tout à fait empêtrés l'un dans l'autre. Par exemple, l'éjaculation précoce, qui est quand même, relativement parlant, une banalité. Quand un homme jouit, de quoi jouit-il quand c'est à ce moment d'éjaculation précoce? Il jouit d'entendre sa compagne jouir. C'est ça qui le précipite. C'est-à-dire, il jouit par personne interposée. Donc, à ce moment d'éjaculation précoce, il est féminin. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes ont honte de leur éjaculation précoce, parce que c'est une pièce versée au dossier de leur féminisation. Et leurs compagnes, quand elles sont gentilles, leur disent « mais non, c'est pas grave, tu te débrouilleras mieux la prochaine fois, etc. » Hein? Mais voilà, il y a quelque chose pour mettre en valeur cette espèce de débat constant masculin-féminin. Voilà. Et dans ce cas-là, je veux dire, par exemple, dans une version ridicule de la psychanalyse, qui date d'à peine quelques années, les hommes avaient le phallus et les femmes ne l'avaient pas. C'est évidemment une plaisanterie. Parce que le phallus, ça n'est qu'un symbole. Je veux dire, il suffit qu'une femme soit désirée. Si une femme est désirée, et elle fait le maximum pour ça, dans beaucoup de cas, même de manière anonyme, en s'habillant bien, etc., c'est une façon d'être un objet de désir. Donc d'être potentiellement la cause de l'érection d'un homme. Si elle est la cause de l'érection d'un homme, le phallus de cet homme, c'est son bien autant que celui de l'homme en question. Ça lui échappe au monsieur. Son érection lui échappe. Vous comprenez? Le phallus, c'est un entre-deux, le phallus en érection. Il appartient à personne. Voilà. Hein? Quand ça arrive, cette hallucination sur place qu'est une érection, eh bien, c'est dû à la magie d'une certaine relation et d'un certain fantasme. C'est vrai que maintenant, on peut avoir ça avec du Viagra ou des choses comme ça. Hein? Mais enfin, dans l'ensemble, les hommes, le désir leur vient dans leur relation avec une femme, qui donc est propriétaire de l'objet en question. Voilà. Donc il faut se débarrasser que les messieurs ont le phallus et les femmes ne l'ont pas. Non, elles en sont propriétaires plus souvent qu'à leur tour, même en marchant de manière
dégager tranquille le menton haut dans la rue en faisant claquer leurs talons, eh ben, ça marche. Voilà, c'est quand même pratique. Il y a juste qu'à acheter quelques accessoires de mode et voilà. Il y a une question là. Alors, non. Vous voulez me la rappeler, mademoiselle et monsieur. C'est une question difficile. Non, mais... Ah ben, vous n'avez pas répondu à la question. Non, mais je m'en souviens plus. Vous pouvez me dire juste un mot, ça va me revenir. La culpabilité et la monogamie. Ah oui, oh là là, oui. Oui. C'est une hypothèse que j'ai faite comme ça, en constatant la polygamie dans l'islam rigoriste, tout du moins, opposée à la monogamie à partir du judaïsme. Je me suis expliqué la chose comme ça, c'est que l'islam se veut pré-mosaïque, c'est-à-dire ne se réfère qu'à une seule, qu'à une seule révélation, celle du sacrifice d'Abraham. C'est ça qui est central. Le judaïsme, par contre, il y a en quelque sorte un ancien judaïsme et le judaïsme mosaïque, c'est-à-dire le moment où la loi est délivrée au mont Sinaï. Voilà. Donc ça fait, je dirais, un deuxième judaïsme qui a comme caractéristique, quand on lit soigneusement la Torah, on voit bien que quand Moïse descend de la montagne, il lui arrive quelque chose de l'ordre du sacrificiel. Freud en a déduit que probablement Moïse a été assassiné par les Hébreux qui l'attendaient en bas. Il y a beaucoup d'éléments qui font penser à ça. L'élément le plus frappant, c'est la statue de Michel-Ange, du Moïse de Michel-Ange, où on voit Moïse facie cornuto, c'est-à-dire on lui voit deux cornes à Moïse. Je ne sais pas si vous avez été voir ça à Rome, c'est très impressionnant. Ça veut dire qu'il est déguisé en bouc du sacrifice, notre Moïse. Hein, voilà. Et au fond, la loi comme telle n'est intériorisée qu'après le meurtre. De la même façon que si un enfant entre dans la culpabilité, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, il a eu cette idée que son père vraiment, c'était un type formidable, mais c'est vraiment trop. Il faut vraiment passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un fantasme parricide qui est absolument inavouable dans le complexe d'Oedipe, mais qui est tout à fait structurant et qui engendre une culpabilité, et personne ne fonde la loi, sinon la culpabilité elle-même. Voilà pour vous répondre sur la culpabilité. De même que la culpabilité est intériorisée en quelque sorte par les tribus hébreux seulement après le meurtre de Moïse. Or, ce meurtre du fondateur n'a pas lieu dans l'islam. Moi, j'y vois une différence fondamentale quant au rapport au féminin en particulier. Je ne vous ai pas répondu, mais je vous dis mes hypothèses. Oui, alors du coup, moi ça me fait deux questions maintenant, puisque j'en avais une autre par rapport à celle que monsieur a posée. Et je pensais que vous auriez répondu en parlant quand l'autre monsieur vous a demandé par rapport à la différence entre les femmes et la révolution et le rapport des hommes et de la violence. Pour vous demander de développer un peu, quand tout à l'heure vous avez dit chez les hommes, il y a une petite hiérarchie qui se crée avec un chef, un sous-chef et un sous-chef qui est plus fort que le chef, mais pour qui c'est impossible de devenir le chef. Alors là, j'aurais bien aimé pouvoir comprendre un peu mieux. Et par rapport à la question de l'autre monsieur sur Dieu comme défini par la jalousie, il disait que dans sa langue, c'était par rapport à l'autre. Expliquer si c'était justement pas la même chose.
puisque la jalousie étant définie par le rapport, enfin comme le rapport à l'autre qui peut être choisi à votre place par quelqu'un d'autonome. Je vais procéder de la même façon louche qu'avec la question précédente, c'est-à-dire je ne vais pas vous répondre complètement, c'est trop, il y a trop de choses, il y a trop de choses à dire. Mais bon, pour ce qui est du rapport à la violence, c'est-à-dire le masculin est violent, pourquoi? Parce qu'au fond, le genre masculin, c'est quelque chose qui pose problème. Je dirais. Une question que n'a jamais laissé apparaître le monothéisme, c'est qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Parce que le monothéisme a répondu tout de suite, un homme c'est un père. Vous cassez pas la tête, faites des enfants, et tout ça, ça va se tasser. Voilà. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme s'il est originairement divisé par sa bisexualité? Donc un homme, il y a plusieurs réponses, ça peut être un don Juan, ça peut être fausse, ça peut être... Il y a plusieurs réponses qui, au fond, ne disent pas qu'est-ce que c'est qu'un homme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est supposé être à l'image de Dieu, dans la Torah tout du moins, hein. Or Dieu n'a pas d'image, donc le voilà bien embarrassé. Hein. Tselem Elohim, c'est pas la peine, il n'y a pas d'image. Hein. Donc qu'est-ce que c'est qu'un homme? On peut dire que c'est une question moderne. Les hommes aujourd'hui peuvent se dire, mais au fond, si je ne suis pas un Don Juan, c'est ringard. Si je ne suis pas Faust, courir pour gagner de l'argent en bourse, etc., franchement, c'est trop fatigant. Puis c'est être un peu un salaud. Donc, voilà. Donc, toutes les réponses, finalement, remettent à un avenir incertain la question, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Donc, je dis que je ne vous répondrai pas, simplement parce que c'est notre question contemporaine. Qui sommes-nous? Voilà. En tout cas, nous pouvons savoir ce que nous ne sommes plus. C'est déjà pas mal. Si on y arrive. Voilà. Nous sommes en demeure d'inventer quelque chose de nouveau. Voilà. De nouveau dans le domaine de l'humanité, tout simplement, voilà, qui n'a jamais existé, parce que l'humanité a toujours été marquée depuis ses débuts par cette violence constante. Je ne vous ai pas répondu. Un peu. Monsieur. Bonsoir. Vous avez commencé avec l'importance du féminin dans l'histoire, l'organisation sociale, etc. Et puis après, vous avez très longuement parlé de la paternité, mais vous n'avez presque rien dit de la maternité. Qu'en est-il? C'est pour un autre livre. Oui, non, mais si, je crois que j'ai quand même dit pas mal de choses sur la maternité. Il faut quand même dire la chose centrale, c'est que la maternité a été le piège dans lequel les femmes ont été enfermées pendant des millénaires. Enfermées dès l'âge de 18 ans, le plus vite possible, sans pouvoir en sortir, une vie après de quoi? De ménagère, de... Voilà, c'était le destin. Le destin, c'était la maternité ou bien la prostitution. Donc, il y a une très belle lettre de Freud que j'ai entendu lire une fois, j'ai jamais pu retrouver la référence, qui dit, au fond, pour les femmes, une fois qu'elles se sont mariées, c'est 3 ans de bonheur et après c'est fini. Après c'est fini, c'est-à-dire il y a ce piège de la maternité qui s'oppose à la féminité, opposé à la féminité. Aujourd'hui, la plupart des femmes, pour vivre leur vie de femme, attendent le plus tard possible avant d'avoir un enfant. C'est donc bien qu'il y a cette opposition interne entre féminité et maternité, parce que la maternité a toujours été le réfuge contre
le fait d'être fille de sa mère. Il n'y a qu'à voir les petites filles. Un de leurs premiers rôles, c'est d'avoir un poupon, d'être mère elle-même, de se sortir des griffes de leur mère en étant mère elle-même. Voilà. Et cela plutôt que de jouer les starlettes, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc la maternité comme refuge, et les racines de la maternité, elles peuvent être multiples. Elles tiennent pour beaucoup à ce fait d'échapper à sa mère en étant mère soi-même. C'est certain. Mais elles tiennent aussi pour une grande partie au fait d'aimer un homme avec lequel la question se pose, on ne peut pas dire lui donner un enfant, mais avoir un enfant avec lui et reprendre à ce moment-là à son compte ce rôle de mère. Mais la maternité reste au sein même de cette relation conflictuelle avec la féminité. Et l'exemple, on peut dire mythique, historique qu'on en a, c'est le destin de Médée, que vous connaissez peut-être, sûrement même. Médée qui, quand son amant la trompe, tue leurs enfants. Elle tue les enfants. C'est pas la peine. Je veux dire, sa jalousie de femme est plus forte que son amour maternel. C'est un grand mythe grec, le mythe de Médée. Et au fond, peut-être pas toutes femmes, mais beaucoup de femmes sont Médée intérieurement. C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre l'amour sexuel et l'amour maternel, on va le dire aussi simplement que ça. Hein, à telle enseigne que, quand même, très souvent, après une naissance, une femme, les rapports sexuels, ça l'intéresse moyennement pendant quelque temps. Même assez moyennement. Avant de remettre ça, pour que l'amour se rallume, c'est pas tout de suite évident. Ou même c'est franchement conflictuel. Au point que, actuellement, je crois que c'est pas la proportion de 50%, mais pas loin, des divorces sont demandés par des femmes au bout de 3 ans de mariage avec un enfant. Enfin, c'est pas 50%, mais c'est une proportion significative qui fait que, une fois devenue mère, quelque chose devient très difficile avec l'homme qu'elles ont aimé, mais qui est devenu père. Changement de position des deux côtés qui rend, je dirais, il y a un cap à passer pour que ça se poursuive. Mais c'est plus pareil. Enfin, si, ça peut être pareil. Ça peut être pareil. Il y a des gens qui s'aiment, qui ont l'art de remettre les compteurs à zéro facilement. Mais remettre les compteurs à zéro, quand on a 3, 4, 5 enfants, c'est pas commode, quoi. Voilà. Mais j'ai parlé de la maternité dans ce bouquin. Oui. On va prendre une dernière question parce que Gérard Pommier doit attraper un train. Monsieur, là, attendez, voilà. Vos interventions sont intéressantes, mais après tout, je me demandais, pour vous, qu'est-ce que c'est que le genre? Le genre? Oui. Ouais. Je me dis que rien de ce que j'ai dit n'a été utile, en somme. Le genre, c'est un choix psychique. Un choix psychique que fait un enfant, garçon et fille, après sa naissance, dans son positionnement par rapport à ses parents, par rapport à lui-même et par rapport à l'autre genre. Hein. Voilà. Donc, choix psychique. Bon, je raccourcis. L'enfant qui se masturbe pour échapper à sa mère, il est masculin. Voilà. Mais il est fautif. Il est fautif, c'est pas beau de se tirer comme ça. Donc il faut être puni.
Donc il y a cette naissance de la culpabilité et de la honte. Les enfants se cachent quand ils se masturbent. Voilà. Hein. Ou ils oublient très vite que ça a pu leur arriver. Donc honte et culpabilité qui est liée à cette activité masculinisante pour les garçons comme pour les filles. Voilà. Et alors, bon, masculin, féminin, c'est par rapport à ça que se fait le choix du genre, indépendamment du sexe anatomique. Mais j'ai déjà développé tous ces éléments, je crois. Mais oui. Manifestement de façon maladroite. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à remercier Gérard Pommier de sa générosité et de son propos. Très bien. Ça va, j'ai été clair ? Excellent.